Et on passe tout de suite à la session après. Donc c'est le Dr Aroussi Youssef qui va la modérer, qui est membre du comité directeur de MG. Bonjour, chers consoeurs et confrères. À mon tour, je vous remercie pour votre patience et votre présence. Donc, on enchaîne directement avec le thème proposé par le laboratoire GSK, qui est intitulé les maladies respiratoires basses, aiguës basses. Et c'est professeur Hind Serhan qui va nous traiter ce sujet. Hind Serhan, professeur en pneumologie, chef de service pneumologie au CHU d'Agadir, directeur département médical à la faculté de médecine d'Agadir et président du groupe des pneumologues de la région d'Agadir. Donc je ne vais pas prendre plus que ça la parole et je la cède à professeur Serhan. Merci. Merci, Dr Aroussi. Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie les laboratoires GSK de m'avoir convié au congrès de la MG Maroc, que je remercie aussi par la même occasion pour leur congrès très réussi. La tâche serait certainement difficile après l'élocution de Monsieur le Doyen, Monsieur le Doyen volubile et un grand homme. On est fiers de l'avoir justement dans la faculté de médecine et de pharmacie. Hamid Waoumda, comme a dit le collègue qui l'a présenté. Et sans trop tarder, je vais vous parler actuellement des indications de l'antibiothérapie dans les infections respiratoires aiguës basses. Donc, les pathologies infectieuses constituent quand même une cause très importante de mortalité depuis le début du siècle dernier. Les antibiotiques ont réduit drastiquement la mortalité par maladie infectieuse depuis la découverte en 1928 des pénicillines, mais on a constaté dernièrement qu'il y a une surconsommation d'antibiotiques qui est responsable d'une augmentation de résistance bactérienne très importante, et nous sommes face à un réel défi qui est les impasses thérapeutiques de plus en plus fréquentes d'ici l'an 2050. Alors vous connaissez tous M. Fleming qui avait découvert les pénicillines en 1928. Donc c'était le premier qui avait découvert les premières propriétés antibactériennes des pénicillines. Puis après, en 1940, Chain avait isolé et a démontré la concentration des pénicillines qu'il a fallu utiliser. Puis suivi en 1945 de Florey, qui a produit le médicament. Mais sans Fleming, on n'aurait peut-être pas découvert et utilisé de façon vraiment très fréquente et très importante les pénicillines. C'est pour ça justement qu'il a eu le prix Nobel pour sa meilleure invention. Donc de la surconsommation, donc les antibiotiques ont été découverts depuis 1920. Donc la découverte de la pénicilline, comme je viens de vous présenter, elle était découverte en 1928. Puis la première résistance antibactérienne a été découverte en 1940. Puis on a cherché d'autres antibiotiques, à savoir les céphalosporines de troisième génération en 1945. Et puis après la méticilline en 1959, et puis en 1961, la résistance à la méticilline a été déjà là. Puis après l'apparition de bactéries multirésistantes, ils se sont adaptés justement à cette panoplie de traitements antibiotiques qui sont mis en place depuis la découverte de la pénicilline. Et donc en 1970, il y a eu déjà diffusion des germes multirésistants, notamment les staphylocoques multirésistants. Puis en 1980, donc il y a eu découverte des fluoroquinolones. Et puis la première résistance des céphalosporines de troisième génération a apparu en 1984, donc les carbapénèmes en 1945, puis les premières épidémies hospitalières à entérobactères en 1987. Donc après la diffusion justement de germes antibiotiques, les épidémies hospitalières de 2000 et 2016, donc les premiers cas d'entérobactéries porteurs de résistance transférable, et donc on est vraiment face à une impasse thérapeutique très importante si on ne réduit pas la consommation ou la surconsommation en prescription de traitements antibiotiques d'ici l'an 2050. Donc là, la consommation, donc l'ampleur du problème réside dans la consommation d'antibiotiques qui constitue actuellement un fardeau mondial.
Et là, je vous montre dans cette étude qui a été faite en Équateur le nombre ou alors le pourcentage des médecins généralistes ou des médecins de famille qui prescrivent de façon adéquate les traitements antibiotiques. Donc, cette étude a montré que seuls 66% des médecins généralistes prescrivent de façon adéquate et convenable les traitements antibiotiques. Les médecins de famille sont à 55%, les pédiatres 61%, ce qui témoigne que pratiquement plus de 40% des médecins praticiens généralistes ou alors pédiatres ou médecins prescripteurs de traitements antibiotiques n'utilisent pas à bon escient justement les traitements antibiotiques. Là, c'est le profil de consommation. Donc sur la droite, la prévalence des antibiotiques dans la prescription en pédiatrie, et là donc ça montre que l'antibiotique qui est le plus prescrit est les aminopénicillines, bien sûr, qui est représenté en bleu, mais ça montre aussi la surconsommation sur la deuxième diapositive de médicaments qui ne sont pas prescrits quand il y a la bonne indication. Alors au Maroc, nous n'avons pas malheureusement d'études qui montrent l'ampleur du problème des résistances bactériennes et de prescription d'antibiotiques, mais on a constaté dans cette étude-là, qui n'a pas été publiée malheureusement dans une revue indexée, que il y a une consommation excessive ou alors une utilisation inappropriée des antibiotiques qui a constitué un déterminant majeur. Et les antibiotiques engloutissent plus de 25% de la consommation globale en médicaments des hôpitaux marocains. Donc le profil de consommation des antibiotiques, ça montre que l'amoxicilline seule ou en association avec l'acide clavulanique est le médicament ou alors l'antibiotique le plus prescrit. Et là, c'est une étude, c'est une méta-analyse qui a montré le taux de résistance dans plusieurs études à travers le monde à l'amoxicilline, l'acide clavulanique, qui va de 50 à 70% pratiquement dans les différentes études. Alors les principales familles d'antibiotiques, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a les bêta-lactamines qui comportent la fameuse famille qui est très prescrite, qui sont les pénicillines. Il y a les aminosides, les macrolides, les phénicolés, etc., y compris les médicaments antituberculeux que l'on prescrive dans des indications bien précises au Maroc, notamment dans la tuberculose. Alors, les mécanismes d'action des antibiotiques sont bien connus et chaque antibiotique a son action à l'échelle justement de la bactérie. Donc il y a les pénicillines qui inhibent la synthèse de la paroi bactérienne, les macrolides qui inhibent la synthèse des protéines, les quinolones qui inhibent la synthèse de l'ADN et les sulfamides qui bloquent l'acide folique. Et donc pour chaque nouvelle génération d'antibiotiques, il y a eu apparition de mécanismes de résistance spécifiques à chaque famille d'antibiotiques. Donc les mécanismes de résistance aussi sont multiples et s'adaptent, et la bactérie, elle s'adapte aux mécanismes d'action justement du traitement antibiotique pour qu'elle puisse échapper de l'action du traitement antibiotique, et par conséquent, ça induit justement cette résistance à laquelle on aimerait bien lutter. Donc l'altération des récepteurs empêche les antibiotiques de s'ajuster. Il y a des antibiotiques qui diminuent la perméabilité de la membrane et empêchent l'antibiotique d'entrer. Des antibiotiques qui refoulent la cellule par la pompe. Et il y a carrément ceux qui agissent en dégradant justement des enzymes pour empêcher le traitement antibiotique d'agir. Donc quels sont les facteurs qui contribuent à la résistance des antibiotiques? Il y a bien sûr la prescription inappropriée aux antibiotiques, le mésusage des antibiotiques. Donc il faut utiliser l'antibiotique quand il y a vraiment infection et quand il s'agit d'une infection bactérienne, soit sur des preuves cliniques ou alors microbiologiques. Le rôle du patient dans la sélection des résistances acquises, bon là l'automédication, et malheureusement nous avons l'accès facile justement dans les pharmacies aux antibiotiques, et on a constaté ça beaucoup plus dans la période du Covid où le malade il avait vraiment une accessibilité, une facilité à tous les antibiotiques qui ont été prescrits justement dans la période du Covid. La sous-utilisation aussi, certains médecins ou alors
les patients, nous avons un seuil quand même de tolérance qui est très important et parfois le malade, il ne consulte pas au moment où il va falloir consulter et donc il se peut qu'il y ait parfois des retards et par conséquent des infections graves auxquelles il va falloir utiliser des médicaments très puissants. Et bien sûr, l'industrie agroalimentaire, donc, et on a constaté qu'actuellement, il y a usage des antibiotiques même dans l'industrie agroalimentaire justement, pour empêcher certaines bactéries qui sont dédiées essentiellement à l'alimentation, pour empêcher justement les fruits ou alors les légumes pour qu'ils ne pourrissent pas. Utilisation large des antibiotiques, la prescription aussi des molécules à large spectre, et ça aussi on l'a constaté dans la période du Covid. La lévofloxacine a été largement prescrite pour tous les patients, quels que soient les symptômes et quel que soit le degré de gravité de la maladie. Et les doses suboptimales de traitement antibiotique, au lieu par exemple de prescrire 1 gramme 2 fois par jour, on peut prescrire 3 grammes, 4 grammes, donc chacun a sa propre sauce. Donc là, d'autres facteurs, et donc je viens de parler justement de l'industrie agroalimentaire. Il y a aussi le personnel de santé aussi, par manque d'attention, ou alors si on n'essaie pas justement de protéger les malades, surtout les malades qui sont les plus graves, on peut être parfois vecteur de bactéries qui sont résistantes et pour lesquelles les traitements antibiotiques usuels sont moins efficaces. Donc là, c'est la liste de l'OMS pour les antibiotiques d'importance critique pour la médecine humaine. Et donc, vous voyez que parmi les médicaments ou alors les antibiotiques qui sont d'importance élevée, il y a les aminopénicillines, qui sont largement prescrits. Il y a aussi les céphalosporines. Et puis après, il y a d'autres qui sont d'importance critique et qu'il va falloir vraiment réserver à des indications bien précises, qui sont les céphalosporines de 3e génération, les macrolides, les quinolones. Et vous allez certainement remarquer que dans la prescription quotidienne ou alors dans la pratique quotidienne, c'est des médicaments que l'on ne réserve pas forcément pour des situations bien particulières, malheureusement. Voilà. Donc là, je vais vous parler justement des indications des traitements antibiotiques dans les infections respiratoires aiguës basses. Donc plusieurs indications sont présentes. Il y a les indications dans les pneumonies aiguës communautaires, qui est l'indication justement la plus fréquente et la plus importante en termes d'infections respiratoires aiguës basses. Il y a aussi les exacerbations de pathologies infectieuses chroniques, notamment la BPCO, les pneumopathies infiltrantes diffuses, l'asthme, la dilatation de branches, etc. Et donc, je vais commencer par les infections respiratoires aiguës basses. Et là, je vais vous montrer que les recommandations, et quelle que soit la situation clinique, et en première intention, ça reste l'amoxicilline acide clavulanique face à une pneumonie aiguë communautaire chez un sujet jeune, sain. C'est l'amoxicilline qu'il va falloir prescrire en premier. Après, vous évaluez votre patient 48 heures plus tard. Alors, si vous trouvez que le patient présente une évolution défavorable, où il n'y a pas d'amélioration sur le plan clinique, à ce moment-là, vous switchez ou vous passez un autre médicament, un autre antibiotique à large spectre, notamment les macrolides, les fluoroquinolones actifs sur le pneumocoque, etc. Voilà. Donc, chez les sujets, ou alors quand vous avez des signes en faveur du pneumocoque, l'amoxicilline reste toujours l'antibiotique de choix. Donc, dans les premières 24 heures ou alors les premières 48 heures du traitement. Alors, quel que soit l'âge du patient. Donc, chez le sujet jeune, c'est l'amoxicilline en première intention. Chez le sujet âgé, à ce moment-là, il faut élargir le spectre en ajoutant de l'acide clavulanique. Et à ce moment-là, c'est là où il va falloir associer l'acide clavulanique pour des patients très particuliers, des sujets âgés avec des comorbidités. Alors, en cas d'évolution défavorable dans les 48 heures, à ce moment-là, il va falloir passer à un autre antibiotique à large spectre, notamment les macrolides, pour viser d'autres germes que vous n'avez pas visés en première intention, notamment les germes atypiques, ou alors des fluoroquinolones actifs sur le pneumocoque. Donc, les recommandations britanniques aussi, ils vont dans le même sens. C'est toujours l'amoxicilline chez le sujet
jeune, sain. Et puis, si vous êtes face à un sujet âgé avec des comorbidités particulières, à ce moment-là, il va falloir associer à l'amoxicilline l'acide clavulanique et vous évaluer après 48 heures. En cas d'évolution défavorable, à ce moment-là, vous allez prescrire, donc en fonction des recommandations françaises, des macrolides ou des fluoroquinolones, ou alors les Britanniques ou les Américains, ils optent aussi pour les cyclines, qu'ils considèrent aussi des antibiotiques à large spectre et des antibiotiques aussi qui sont efficaces. Alors, qu'en est-il de la durée du traitement ? Alors, dans les recommandations, dans les pneumonies aiguës communautaires, la durée générale du traitement, elle est de 7 jours, sauf par contre, dernièrement, on a eu tendance à diminuer justement la durée pour diminuer ce problème de résistance bactérienne, et donc on a tendance à raccourcir la durée du traitement antibiotique de 7 jours à 3-5 jours, bien évidemment, en fonction de l'évolution. Donc on donne le traitement antibiotique, 48 heures, on évalue l'efficacité. Si c'est toujours efficace, on peut ajouter 2 ou 3 jours en fonction justement de l'évolution clinique. Alors, quelques règles de prescription pour diminuer justement la prescription très, très large et très étendue des fluoroquinolones actifs sur le pneumocoque. Donc, il va falloir ne pas prescrire une fluoroquinolone dans les 3 derniers mois si déjà l'indication s'est présentée et si vous l'avez déjà prescrit dans les 3 derniers mois. Il est recommandé aussi de ne pas inscrire de fluoroquinolone active sur les pneumocoques chez les sujets qui vivent en institution. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque très important de tuberculose, et moi j'ai toujours dit à mes résidents au service qu'il faut vraiment laisser les quinolones de dernière génération en dernière position, et après avoir éliminé une infection à la tuberculose, parce que nous sommes un pays d'endémie tuberculeuse. Et donc, il ne faut pas avoir vraiment l'accès facile et la main facile à prescrire des quinolones de 3e génération. Vous allez voir que ces médicaments sont des médicaments à large spectre et qu'il va falloir laisser pour des situations vraiment très particulières. Donc, la lévofloxacine, certes, elle a fait preuve de son efficacité clinique dans les pneumonies aiguës communautaires, comme la légionellose. Donc, il va falloir laisser, comme je vous ai expliqué, ces médicaments qui, à large spectre, onéreux, à des indications bien précises. Alors, l'amoxifloxacine aussi, qu'on a constaté qu'elle commence à avoir vraiment il y a beaucoup de prescriptions actuellement de l'amoxifloxacine. Par ailleurs, dans les recommandations, il faut laisser l'amoxifloxacine pour les pneumonies lorsque aucun traitement antibiotique n'est efficace. Voilà. Donc là, pour les pneumonies graves, à hospitaliser, c'est là où il va falloir utiliser des médicaments à large spectre. Et pour des indications vraiment bien précises, à ce moment-là, on peut passer aux céphalosporines de 3e génération, aux macrolides par voie intraveineuse, aux bêta-lactamines lorsqu'on suspecte le pseudomonas, aux aminosides, etc. Donc, pour les exacerbations de BPCO aussi, un contexte vraiment très particulier. C'est des patients fragiles, c'est des patients porteurs de pathologies respiratoires chroniques, c'est des patients qui ont des poumons malades, c'est des patients pour lesquels il va falloir réserver vraiment le traitement antibiotique à large spectre pour des stades vraiment très importants ou alors pour des exacerbations sévères. Et donc, il va falloir être sûr de la causalité bactérienne dans 90% des cas. Comment ? En se basant justement sur les 3 critères cliniques ou ce qu'on appelle les signes cardinaux, qui sont la majoration de la dyspnée, le volume de l'expectoration et la purulence aussi des expectorations. Et nous sommes amenés parfois à demander aux patients de nous montrer son expectoration pour qu'on soit vraiment sûr que le patient présente des signes d'exacerbation d'origine infectieuse bactérienne, parce que l'origine virale, elle reste quand même la cause ou alors l'étiologie la plus fréquente des infections respiratoires aiguës. Et donc, dans ce cas-là, on peut donner un traitement antibiotique par voie orale pendant 5 à 7 jours. Et les molécules toujours qu'il va falloir préférer, c'est l'amoxicilline acide clavulanique associée à l'amoxicilline acide clavulanique en première intention. Là, on considère que c'est des patients fragiles, c'est des patients qui sont porteurs de maladies respiratoires chroniques, et donc on passe directement pour élargir le spectre en indiquant une amoxicilline acide clavulanique en premier. Alors, en cas de suspicion de germes atypiques ou alors en cas de mauvaise évolution après 48 heures, à ce moment-là, on peut tenter les macrolides ou les tétracyclines en fonction justement du terrain.
Les dilatations de branches aussi constituent une situation et une pathologie respiratoire aussi très fréquente. C'est des patients qui sont porteurs aussi de poumons vraiment très fragiles. Ces patients qui font des exacerbations très fréquemment, et dans la majorité des cas, c'est des exacerbations infectieuses. L'origine virale, comme je vous ai expliqué, elle reste l'origine la plus importante, mais nous avons tendance après à des surinfections bactériennes qu'il va falloir sur lesquels il va falloir agir par les traitements antibiotiques. Et à ce moment-là, il va falloir vraiment choisir le bon antibiotique pour la bonne indication. Pourquoi? Parce que c'est des patients qui vont faire des infections à répétition. C'est des patients qui vont prendre beaucoup d'antibiotiques, et à un certain moment, vous allez épuiser tout ce que vous avez comme traitement antibiotique, et vous n'allez plus trouver d'armes avec laquelle il va falloir agir pour justement lutter contre, je dirais, cette guerre, parce que c'est des patients qui sont vraiment, qui vivent vraiment très mal, qui ont une qualité de vie très médiocre, qui font des surinfections vraiment de façon très fréquente. Et après, donc, à la longue, ils vont certainement être colonisés ou alors faire des surinfections à Pseudomonas aeruginosa, qui est vraiment un germe très résistant, auquel on ne peut pas, ou alors sur lequel on ne peut pas agir avec des médicaments habituels. Et donc, à ce moment-là, il va falloir commencer par des médicaments ou des traitements antibiotiques si vous êtes sûr qu'il s'agit bien de surinfection d'origine bactérienne. Et il va falloir toujours commencer de façon, c'est-à-dire crescendo. Donc, commencer par une antibiothérapie à large spectre à base d'amoxicilline acide clavulanique. Si ça ne marche pas au bout de 48 heures, à ce moment-là, il va falloir passer à autre chose. Alors, si vous suspectez justement le pseudomonas, à ce moment-là, il va falloir utiliser soit une amoxicilline acide clavulanique qui peut agir aussi sur le pseudomonas, ou alors carrément une fluoroquinolone, ou alors une quinolone ou une fluoroquinolone active sur de nouvelle génération. Alors le traitement antibiotique en cas de surinfection au pseudomonas aeruginosa, elle est plus prolongée que le traitement antibiotique habituel, elle est généralement de 14 jours. Donc pour terminer, là, je veux vous sensibiliser justement sur la surconsommation des traitements antibiotiques, et on a assisté justement à une nette augmentation de la consommation des traitements antibiotiques, surtout dans les 10 dernières années dans les établissements de santé, surtout au Maroc, et que l'émergence de souches résistantes est en perpétuelle hausse, surtout pour les pénicillines. L'antibiothérapie à large spectre devrait être réservée aux formes graves d'infection, et je mets trois lignes sur ça. Il va falloir utiliser les traitements antibiotiques à large spectre vraiment pour les indications, et quand il s'agit vraiment d'une infection grave, il faut les réserver, parce que dans les 50 prochaines années, on serait à court d'armes antibiotiques pour lutter vraiment contre les infections bactériennes. Donc l'antibiothérapie devrait être réservée, comme j'ai dit, aux infections respiratoires et aux exacerbations, c'est-à-dire de maladies chroniques de façon générale, exacerbation de PCO, dilatation de branches. L'antibiothérapie devrait être utilisée à bon escient et devrait respecter les recommandations. Donc, j'aimerais bien justement vous sensibiliser, parce que là, on a assisté surtout ces dernières années à une augmentation très importante des infections respiratoires, surtout en hiver. Et quand on réalisait justement des PCR multiplex ou alors des prélèvements microbiologiques, on trouve que l'origine virale, elle est la plus responsable dans plus de 90% des cas. Donc, vaut mieux temporiser avant de démarrer un traitement antibiotique, commencer par un traitement symptomatique, et en cas de mauvaise évolution, c'est là où il va falloir commencer à donner un traitement antibiotique. Même en donnant un traitement antibiotique, vaut mieux viser le germe le plus fréquent, qui est le pneumocoque, et au Maroc, nous avons heureusement les amoxicillines et l'amoxicilline acide clavulanique qui est toujours active sur ce germe. Puis après, en cas de mauvaise évolution, sur des terrains particuliers, si vous suspectez d'autres germes, à ce moment-là, il va falloir passer à d'autres traitements antibiotiques plus onéreux et plus puissants, à savoir les macrolides, les fluoroquinolones, afin justement d'éviter l'émergence de souches de plus en plus résistantes. Et je vous remercie. Pardon. Ouais.
Alors, merci professeur, c'était une excellente gestion de temps avec un débit d'information très intéressant, c'était ciblé. Je pense que le choix de parler du traitement était un choix judicieux de la part du professeur Serhan. Donc je la remercie en votre nom. Alors si on a des questions, on va prendre 2-3 questions parce qu'après il y aurait la pause café et voilà. Merci pour cet exposé qui est clair, qui concerne tout le monde, effectivement, le généraliste en premier lieu. Et à propos donc de ce médicament, l'Olipen, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut le placer? Première, deuxième intention? Et merci. D'accord. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est une très bonne question. Alors, Olipen, c'est une amoxicilline, acide clavulanique, associée à un autre, disons, adjuvant, qui est le cinéol, et qui a été mis sur le marché il y a quelques mois. Donc, nous n'avons pas suffisamment de recul, justement. Et même quand on nous avait présenté, justement, le médicament, les premiers essais cliniques, ils étaient faits sur une petite population. Alors actuellement, l'Olipen, on est en train de faire une étude à grande échelle sur tout le Maroc, et on va voir justement l'efficacité comparativement avec d'autres traitements antibiotiques et à quel moment est-ce qu'il s'agit d'un médicament justement de première ligne comme l'amoxicilline ou alors l'amoxicilline acide clavulanique, ou alors c'est un médicament qui peut passer pour un médicament à large spectre, et à ce moment-là, on peut l'utiliser pour des infections plus graves. Donc peut-être qu'on aura la réponse dans quelques mois après avoir achevé justement cette étude clinique. Voilà, je vous en prie. D'autres questions? Ok, alors dans ce cas, c'est très lucide. Donc encore une fois, merci professeur Serhan. Merci laboratoire GSK pour ce symposium, et j'invite tout le monde à la pause café dans le hall. Merci encore une fois.